auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Honorables invités, je vous salue tous et toutes en vos noms, grades et qualités, et m'appuie sur les salutations protocolaires transmises par Serigne Abdoul Aziz Mbacké Madialis pour vous dire à nouveau les meilleures salutations en rapport avec l'activité qui nous réunit aujourd'hui. Je m'en vais prononcer la leçon inaugurale de la conférence internationale Cheikh Ahmadou Bamba à la maison de l'UNESCO, que j'ai intitulée Cheikh Ahmadou Bamba 1853-1927, un combattant de la paix dans un contexte de violence généralisée. Je commencerai par citer le Cheikh lui-même, qui nous dit, je cite, « J'ai signé un pacte avec Dieu, de sorte que même si le Mahdi, le Messie donc, descendait sur terre, appelant au djihad par les armes, je ne l'aiderai point. Je ne tuerai ni serpent, ni scorpion, ni aucun être vivant, car la voie que j'ai choisie m'interdit d'utiliser les armes dans mon combat. » Je le cite à nouveau. « Si le Seigneur m'avait intimé l'ordre de me venger de mes ennemis par la violence, je lui aurais demandé de m'octroyer d'abord cette faculté qui pousse un être humain à se venger, car celle-ci n'existe pas en moi. » Fin de citation. Pour qui connaît le contexte historique dans lequel les propos ci-dessus cités furent exprimés par Cheikh Ahmadou Bamba, il lui apparaîtra clairement que le fondateur de la Mouridia fut un combattant de la paix, immergé dans un océan de violence généralisée. Je dis ceci en mettant de côté la dimension mystique de l'explication pour m'en tenir à l'explication historienne. Le Cheikh a passé sa jeunesse dans le contexte de la Sénégambie de la seconde moitié du XIXe siècle, marqué par le déchaînement d'une violence sans précédent dans la région. Cette violence s'incarne dans trois mouvements historiques. La poussée vigoureuse de l'intrusion coloniale dont les conquêtes démarrent dès 1854 par le Waalo. Les réponses des mouvements djihadistes armés en réponse aux multiples défis auxquels sont confrontées les sociétés en crise. Le processus d'effondrement des États dynastiques au sein desquels la guerre civile est devenue la forme la plus courante de transmission du pouvoir. Ces trois mouvements vont porter au paroxysme de l'incandescence la violence qui s'abat sur des sociétés paysannes sortant de 3 siècles de traite atlantique des captifs. La question posée aux lettrés musulmans témoins de cette époque est la suivante. Quelle position adopter face au pouvoir établi de la colonie, des États théocratiques issus du djihad et des États dynastiques de cette seconde moitié du XIXe siècle? La réponse apportée à cette question par Cheikh Ahmadou Bamba n'a triomphé qu'à l'issue des dures épreuves de l'exil qu'il a enduré de 1895 à 1907 et des résidences surveillées de 1907 à son rappel à Dieu en 1927. Il nous revient la tâche d'en dresser les principales étapes pour mettre en évidence comment ce parcours de vie, le Cheikh a conçu une culture de la paix et une philosophie et une pratique de l'éducation qui devrait inspirer le monde contemporain où le brutalisme régit de plus en plus les relations entre les États et celles au sein des sociétés. Saint-Louis du Sénégal, capitale des colonies françaises d'Afrique occidentale. On est le jeudi 5 septembre 1895, il est 11h30. Le conseil privé,
organe consultatif de la colonie, examine le rapport du directeur des affaires politiques sur l'influence considérable du marabout Ahmadou Bamba Mbacké, menaçant par ses agissements et par ceux de ses talibés de troubler la tranquillité de la région qui s'étend entre le Ferlo, le Baol, le Kayor, le Ndiambour et le Waalo. J'ai cité le rapport Merlin. En somme, tout le nord de la zone d'influence de la colonie du Sénégal. Au terme de la lecture d'un réquisitoire d'une dizaine de pages dressé par Martial Merlin, directeur des affaires politiques, à partir d'informations fournies par les agents africains subalternes de l'administration territoriale coloniale, le marabout est introduit dans la salle du conseil, informé de l'accusation qui pèse sur lui et interrogé sur des entreprises suspectes de sédition. Sans aucune possibilité d'appel, la sentence tombe à l'unanimité des membres présents du conseil, suivant le réquisitoire de Merlin, et décide d'enlever Ahmadou Bamba, je cite, non seulement de la région où son action se faisait immédiatement sentir, mais du Sénégal même, et l'interner au moins pour quelques années dans un pays éloigné tel que le Gabon, où ses prédications fanatiques n'auront aucun effet. Fin de citation. Après un bref séjour à Dakar, où il fut incarcéré dans une prison dont il a gardé un très mauvais souvenir, le marabout est embarqué à bord du navire Ville de Pernambouc pour un exil qui dura 7 années au Gabon. Il revient au Sénégal en 1902 et est à nouveau exilé en Mauritanie jusqu'en 1907. Le Jazaouz Accord de Cheikh Moussa Ka rend compte de cette expérience de Cheikh Ahmadou Bamba confronté à la violence et à l'arbitraire des autorités coloniales et de leurs agents subalternes autochtones. Replacer cette confrontation dans son contexte historique, c'est restituer les transformations majeures qui reconfigurent en profondeur les sociétés du nord de la Sénégambie des années 1880 à la Première Guerre mondiale. L'émergence de Cheikh Ahmadou Bamba comme figure religieuse suspecte aux yeux de l'administration coloniale survient à la fin du XIXe siècle. Tant d'incertitudes et de troubles en Sénégambie. La longue traite atlantique de plus de 4 siècles avait ruiné les bases sociales des États dynastiques de la Sénégambie, rendant inopérante leur héroïque résistance armée à la pénétration coloniale. Moins compromis dans les pratiques prédatrices de la traite que l'aristocratie séculière des monarchies. Quelques réformateurs musulmans ont opposé à la conquête coloniale une riposte armée plus durable qui s'est également révélée vaine. Les mouvements religieux se sont considérablement affaiblis en voulant tenir sur 2 fronts. D'une part contre les puissances européennes, mais aussi d'autre part face aux États dynastiques dont ils ont cherché à soumettre et convertir les populations par une violence qui s'est révélée souvent contre-productive. Les luttes de factions et les multiples interventions diplomatiques et militaires des puissances coloniales dans les affaires politiques des États de la région avaient abouti à vider de leur substance les institutions et les constitutions et à ruiner la crédibilité des souverains totalement délégitimés. Plus les élites politiques locales perdaient de leur pouvoir, plus elles traitaient avec brutalité les communautés paysannes déjà rendues exsangues par des siècles de traite esclavagiste. La violence, depuis longtemps principal facteur de régulation des conflits politiques, maintenait les différents États de la région dans une atmosphère de guerre civile permanente opposant les différentes factions aristocratiques en lutte pour le pouvoir. Les détenteurs de pouvoir cherchaient à conforter leur légitimité par une politique de cooptation des lettrés musulmans qui, en contrepartie des avantages ainsi acquis, acceptaient de fermer les yeux sur les pratiques prédatrices et illicites au regard des règles de l'islam et de la tradition. Les États du Waalo et du Kayor, soumis et démembrés, le gouverneur Henri Lamotte envoya les enfants de leur aristocratie déchue en formation au Maghreb pour les placer à leur retour
à la tête des nouvelles provinces constituées de leur territoire d'origine. La situation au Baol, où Cheikh Ahmadou Bamba avait élu domicile, est assez illustrative de cette déliquescence des pouvoirs autochtones et de l'immixtion de la colonie dans les affaires intérieures de ces États. Illustre parfaitement cette situation chaotique l'accession au pouvoir de Tanor Dieng, un homme de poigne qui, légalement, ne pouvait prétendre au trône du Baol, mais il y parvint grâce à une imposante troupe armée qui semait la terreur dans tout le pays. Après avoir mis au pas ses adversaires politiques, il s'attaqua à tous les lettrés musulmans et guides religieux dont la popularité portait ombrage à son autorité. Les populations, en faisant allégeance au marabout, contrecarraient son projet de soumettre à son autorité exclusive les habitants du royaume. Les disciples de Cheikh Ahmadou Bamba, plutôt déterminés, devenaient l'une des cibles de ces attaques. L'événement le plus marquant passé à la postérité dans cette confrontation avec la nouvelle communauté eut lieu en 1894. Tanor exigea des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba qu'ils abjurent leur allégeance au Cheikh pour reconnaître la suprématie de son autorité. Soumis à la torture, les disciples mourides refusèrent résolument de céder à ces injonctions. Sa mort, survenue quelques mois après, le 15 juin 1894, donna le prétexte à Saint-Louis de supprimer la monarchie en divisant le Baol en deux entités administratives confiées à des membres de l'aristocratie initiés aux procédures et méthodes de l'administration française. Sur l'instigation de Martial Merlin, le gouverneur Henri Lamotte consolida cette politique par l'envoi en 1893 à l'école franco-arabe de Tunis des élèves les plus doués issus de ce milieu aristocratique pour y recevoir une formation complétant celle de l'école des fils de chefs et d'interprètes, l'ancienne école des étages fermée en 1871 et rouverte sous cette nouvelle dénomination en 1891. L'objectif visé par le colonisateur était d'avoir des agents autochtones de la colonie vaincus, qu'il n'existe aucune incompatibilité entre leurs croyances et la science européenne et qu'ils pourront devenir les précieux auxiliaires d'une civilisation musulmane s'exprimant en français. J'ai cité un rapport politique à cette occasion. À leur retour, ces autochtones formés à Tunis furent placés à la tête des provinces issues du démembrement de leur pays d'origine. L'allégeance des communautés paysannes à la tariqa mouride et le refus d'obéir à la chefferie indigène patronnée par Merlin sont les éléments constitutifs du casus belli qui mena à l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Les sources internes de la Mouridia ont largement documenté ce conflit opposant les talibés de la jeune communauté à la chefferie indigène. Les débris de l'aristocratie, défaite et soumise à la colonie, harcelant sans répit les disciples mourides, en l'occurrence les cheikhs qui diffusaient la nouvelle voie. Le Jazaou Zakour de Cheikh Moussaka rencontre en des termes touchants des épisodes épiques de l'affrontement qui démontrent la grande détermination des premiers disciples de Cheikh Ahmadou Bamba. Je cite Cheikh Moussaka. C'est cette année-là que le Teigne Tanor dénonçant les cheikhs mourides du Baol pour éteindre la flamme de l'islam. Son sort fut scellé par son affrontement avec Cheikh Babacar Thiargane, Serigne Mor Mané et Serigne Alioune Diouf Lambaye. Ce jour-là, il les convoqua à la place publique de Lambaye, les soumit à la torture et leur fit injonction de se séparer de Cheikh Bamba, sinon je vais égorger tous les mourides. Serigne Momar Mané de lui rétorquer: tu mens, nous refusons de céder à tes menaces. Nous irons à Touba. Il est plus facile de te détrôner que de faire ce que tu viens de dire. Fin de citation. À la crise politique s'ajoutait la déconfiture des mœurs.
L'intensification des pratiques prédatrices exercées sur les paysans sans défense les poussa à chercher un mode de vie alternatif dans les nouvelles communautés en formation, dont la Mouridia qui commençait à s'implanter solidement dans le Djolof et dans une moindre mesure dans le Baol. Quelques membres des classes dirigeantes, vaincus dans les luttes de faction, trouvèrent refuge auprès des leaders confrériques qui les initièrent à un autre sens de la vie, en rupture radicale avec le modèle aristocratique et sa violence dans lesquels ils avaient grandi. L'administration indigène du Baol oriental, soutenue par Merlin, poursuivit la politique de Tanordien à l'égard des Mourides, soumis à une stricte surveillance et qui se mua très vite en une violente répression. Le personnel subalterne de l'administration locale avait rassemblé à l'attention de son chef Martial Merlin, tout disposé à s'en servir, les éléments constitutifs du dossier qui permit de construire les chefs d'accusation contre Cheikh Ahmadou Bamba, figure du marabout subversif pour la colonie. Ce temps de fin d'un monde interpella alors les lettrés musulmans, héritiers de plus d'un millénaire de présence islamique qui a marqué la plupart des sociétés de la région. Le défi était d'apporter une réponse efficace à la quête de paix et à l'angoisse métaphysique des populations plongées dans le désarroi. Jusqu'ici, les lettrés musulmans avaient joué sur 3 tableaux qui ont tous révélé leurs limites comme réponse au nouveau défi de ce temps. Ils sont nombreux à être restés attachés au cours royal des États dynastiques pour y occuper des fonctions administratives. Ce faisant, ils ont été souvent amenés à justifier des politiques contraires aux enseignements de l'islam. D'autres lettrés musulmans se sont mis au service de la colonie pour occuper des postes dans l'administration. Ils en ont tiré un statut social prestigieux, les mettant à l'abri du besoin. Quelques lettrés musulmans ont choisi la solution de l'appel au djihad, contestant les pouvoirs dynastiques auxquels ils ont réussi à substituer des pouvoirs théocratiques. La violence inhérente à cette option la disqualifia auprès des communautés paysannes trop longtemps exposées aux conséquences des conflits armés pour le contrôle du pouvoir. Le djihad n'a pas manqué de donner naissance à des États aussi tyranniques et violents que les régimes dynastiques qu'ils ont défaits et au pouvoir colonial qui finit par les vaincre. Une petite minorité de lettrés musulmans s'est alors mise à explorer une 4e voie plutôt inédite dans la région. Tournant le dos à tous les pouvoirs établis, ils se sont mis à une relecture des textes religieux pour développer une critique radicale de ce monde en désordre. Cheikh Ahmadou Bamba s'est révélé au cours des années 1880 comme le plus fécond et le plus déterminé de ces lettrés à proposer et à vivre une alternative adossée sur une réforme totale qui n'épargnait aucun aspect de la vie sociale, réforme qui l'amena à fonder sa propre voie soufie ou tariqa. Pour ce faire, le cheikh a dû quitter le village de son père Mbacké Kadior et après un bref séjour à Mbacké Bawol, le berceau familial, il alla fonder Darou Salam, la demeure de la paix, village au nom emblématique de la solution qu'il propose de déployer, suivant les canons d'une lecture rigoureuse de l'islam. Ceci en s'extrayant du monde en décrépitude sous le contrôle des pouvoirs soutenus par certains guides religieux plus préoccupés de prestige personnel et d'accès aux richesses matérielles. Il fonde alors une communauté nouvelle par le moyen de l'éducation spirituelle, la tarbiya, de la formation scientifique, tahlim, et de la pratique religieuse, divorçant avec les usages de l'islam en cours dans la colonie et les espaces encore sous le contrôle des pouvoirs dynastiques qu'il a radicalement refusé de servir. Des voix plus autorisées que la mienne et des experts mieux outillés sur la question reviendront sûrement sur les bases spirituelles et doctrinales comme sur l'expression de la non-violence dans la vie du cheikh. Dans son Qasaïd intitulé Safar, il explique clairement comment il est parvenu à la paix qu'il vit dans toute sa plénitude. L'action vertueuse dans mes rapports aux humains en tant que créatures d'Allah
subhanahu wa ta'ala nous indique-t-il, le sens de la compassion et du pardon qui m'habite en permanence conduisent inexorablement sur le chemin de la paix. Par ses enseignements et par sa conduite exemplaire, Serigne Touba a enseigné que la violence n'est pas la solution pour arrêter la violence. Il n'avait de cesse de rappeler que ni l'offenseur qui porte tort, ni le rancunier qui cherche vengeance, aucun des deux ne peut vivre en paix. Kuy tooñ du am jàmm, kuy fayu du am jàmm. Le cheikh a enseigné que la soumission totale à Allah reste le plus sûr chemin vers la paix et la sérénité, de rupture avec toute solution comportant une part de violence. L'amour fusionnel au divin qui en a résulté appelle par nécessité l'amour des humains en tant que créature divine. Sa doctrine soufie, pilier doctrinal de la communauté, enseigne une attitude de bienveillance, de justice et de pardon en direction des humains. Seraient-ils ses ennemis? Les seules armes qu'il évoque, dont il use exclusivement, restent les armes du savoir. Le cheikh ne s'est pas limité à l'enseigner, il l'a mis en pratique dans sa vie quotidienne, au point que certains de ses pires adversaires ont fini par avoir une attitude de bienveillance et même d'adhésion à sa communauté. Il ne s'est jamais donné d'ennemis autres que ceux d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'atteinte de cette ascèse relève d'une élection divine, servie par une éducation familiale solidement ancrée dans l'amour du divin, l'imitation du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette doctrine transcende la diversité des identités de couleur, d'appartenance religieuse, ethnique ou nationale. Elle est solidement ancrée dans l'universel. Sous ce rapport, le cheikh reste fidèle aux enseignements de son modèle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, également connu sous le nom de Khadim Rassoul, serviteur du prophète, a vu le jour dans une famille réputée pour son attachement à l'enseignement et aux valeurs religieuses. Il vit le jour en 1853 à Mbacké Bawol, village fondé par son arrière-grand-père Maharam Mbacké à la fin du XVIIIe siècle. Le jeune Ahmadou Bamba est d'abord confié à son oncle Tafsir Mbacké Ndoumbé, qui l'initia à la lecture du Coran, qu'il mémorisa très jeune. Son cursus scolaire est interrompu par la guerre sainte de Maba Diakhou, qui en 1860 pénètre dans les États du nord-ouest de la Sénégambie. La famille Mbacké, comme de nombreuses autres familles maraboutiques, fut obligée d'émigrer dans le RIP, au Saloum, sur injonction des djihadistes en guerre contre les régimes dynastiques et la colonie. Installé au village de Porokhan, son père Momar Anta Sali Mbacké y dirige une école coranique qui compte les enfants de Maba Diakhou parmi ses élèves. En 1867, à la suite de la défaite de l'armée musulmane, Momar Anta Sali retourna à Patar dans l'un de ses oncles. Au moment où sa mère est rappelée à Dieu, il est déjà fort avancé dans les études religieuses. Il rejoint son père au Cayor, où il consolide ses compétences à la lexicologie et à la versification auprès du fameux lettré musulman Madiakhaté Kala, puis à la littérature et à la logique chez Mohamed Ad-Daymani, un érudit maure. Autour de ses 20 ans, Cheikh Ahmadou Bamba s'était déjà familiarisé avec les différentes branches du savoir religieux et de la science mystique. Toutes les sources concordent sur la précocité de ses performances académiques et de son orientation vers une vie spirituelle contemplative. Il ne manque pas d'adresser une vive critique aux marabouts qui sont ses contemporains en des termes très durs. C'est un fait évident que la plupart des cheikhs de notre époque, je le cite, sont des tartuffes. Il y en a parmi eux qui ont une propension à dominer les gens, cherchant sans scrupule à subjuguer les esprits par leur ascendant. Ces vilains rusés, se targuant de perfection et de sainteté, accablent les gens par leurs multiples exposés religieux. Fin de citation. En 1881, date du rappel à Dieu de son père, il était déjà un fin lettré musulman, réputé pour son érudition, sa piété et sa distance vis-à-vis des pouvoirs établis. Poursuivant ses méditations soufis,
il entreprit un voyage qui le conduisait à Saint-Louis et en Mauritanie pour visiter les grands centres scientifiques et spirituels de la Khadiriya. C'est en ces années qu'il fonda à quelques encablures de Mbacké Bawol le village de Darussalam dont nous avons déjà parlé, puis Touba l'a félicité en 1888-89. La localisation de ces villages dans des endroits relativement excentrés par rapport à l'espace colonial et sa popularité firent du cheikh le suspect par excellence pour un ordre politique encore peu assuré de son autorité sur des populations de plus en plus attirées par les enseignements du fondateur de la Mouridia. Le rapport accusatoire soumis par Merlin au conseil privé chargé de statuer sur le sort de Cheikh Ahmadou Bamba le 5 septembre 1895 ne laisse planer aucun doute sur les certitudes de son autorité quant au danger que constitue le leader de la nouvelle communauté. Il presse le gouverneur de prendre la mesure urgente d'exiler Ahmadou Bamba pour ramener le calme dans le Ndiambour, le Djolof et l'est du Baol. Les éléments réunis constituent pour les autorités coloniales autant de preuves du projet subversif du leader religieux dont les supposés agissements fabriqués de toutes pièces ne laissent à leurs yeux aucun doute quant à ses intentions. À partir du 5 septembre 1895, Cheikh Ahmadou Bamba endura 11 années d'exil au Gabon, puis en Mauritanie, 20 années de résidence surveillée au Sénégal, à Thiéyène, 1907-1912, ensuite à Diourbel, 1912-1927. Déjouant le pronostic des autorités coloniales, les contemporains du cheikh ont lu dans ces années d'épreuves surmontées la preuve de la puissance de sa baraka. Mus par différents mobiles, les uns en quête de guides spirituels, les autres à la recherche d'une alternative à l'insupportable situation coloniale, des éléments de tous les groupes sociaux sont attirés par ce marabout singulier, par ses rapports avec les pouvoirs établis et par sa pratique religieuse et son éthique sociale. Pour ses contemporains, le cheikh a victorieusement affronté l'injustice et l'arbitraire du pouvoir colonial. La victoire est d'autant plus éclatante qu'elle est acquise sans armes, autres que la science et la crainte révérentielle. Les capacités du cheikh exercèrent une attraction exceptionnelle sur des masses d'hommes et de femmes pour qui le saint homme est le détenteur de la puissance mystique, apte à contenir les méfaits de l'intrusion coloniale et la rapacité de la chefferie indigène. Sa popularité croissante inquiéta l'autorité coloniale qui décida de l'exiler à nouveau en Mauritanie. À partir de juin 1903, Cheikh Ahmadou Bamba est maintenu en résidence obligatoire à South Elma, chez Cheikh Sidia Baba, un des chefs spirituels de la Khadriya et ami de la colonie. Le résultat attendu de cet exil est d'amener le marabout à prendre exemple sur l'attitude accommodante des cheikhs morts. En 1907, il est rapatrié et mis en résidence à Thiéyène dans le Djolof. L'afflux des pèlerins fut tel que l'administration dut agréer la demande exprimée par le cheikh de s'établir à Diourbel en 1912. Toutefois, il y est maintenu en résidence surveillée. La communauté qu'il est en train de constituer reçoit des adeptes de tous âges, venant des milieux sociaux les plus divers. Pour la doter d'un minimum de cohésion, il fallut assurer leur socialisation en prenant en compte ces diversités. Le modèle mis en œuvre comportait 3 étapes inspirées du modèle d'élévation soufi. La tarbiya, éducation de l'âme, la tarqiya, élévation de l'âme, et la tasfiya, ascension vers la purification de l'âme. Au-delà de la soumission, islam, il s'agit de gravir les échelons qui mènent à l'ascèse, au dévouement, où la vraie foi, iman, et même mieux du don de soi intégral, ihsan. L'éducation reçue participe à l'intériorisation de l'identité confrérique. Cet enseignement qui ne sépare jamais l'énoncé doctrinal du culte du travail expose une vaste typologie de règles de politesse
fondée sur la notion d'héritage prophétique. Il illustre avec précision les étapes et les épreuves redoutables du voyage spirituel. En 1917, déjà plus de 500 cheikh mourides sont chargés de la diffusion du modèle dans les différentes régions du Sénégal. La Mouridia de Cheikh Ahmadou Bamba résulte donc de sa décision prise de s'élever au-dessus des contingences d'un monde rendu invivable par la décrépitude de ses valeurs et ravagé par les effets dévastateurs de la traite atlantique des esclaves et de la mainmise coloniale sur la Sénégambie. Aucune des solutions de sortie de crise dont il a fait l'expérience dans sa jeunesse, guerre sainte islamique, résistance des pouvoirs dynastiques, compromis avec la colonie, ne donnait satisfaction aux lettrés qu'il était, nourris par les sources de l'islam et les textes des penseurs soufis. La communauté qui se constitue ainsi, à la fin d'un siècle de troubles, a bâti sa cohésion dans la construction d'une mémoire de rupture et d'une culture de la distance qui lui permet d'imprimer son empreinte sur son environnement. Ces leaders ont interprété avec efficacité les nouvelles donnes politiques et économiques pour trouver un modus vivendi avec le pouvoir temporel sans aliéner l'autonomie religieuse, spirituelle et culturelle de leur communauté. Le fondateur de la Mouridia est ainsi devenu l'une des figures emblématiques de la résistance culturelle et non violente à la domination coloniale et le refuge de tous ceux qui, déboussolés par les turbulences politiques et sociales, cherchent refuge auprès d'un maître pour donner sens à leur vie. Son rappel à Dieu survenu le 19 juillet 1927 n'a pas freiné le déploiement de sa communauté. J'en ai presque terminé. À partir du référentiel que constitue Touba, la plus sainte des villes de la confrérie, répliquée à l'échelle de la planète, et se conformant partout où il se déploie aux exigences du lieu qui l'accueille, le mouride en mobilité n'en perd pas pour autant son identité. Au quotidien, il gère ingénieusement la tension entre la fidélité aux valeurs fondatrices de la confrérie et les exigences d'une accommodation à son environnement, pour mieux en tirer les opportunités dont une bonne partie des ressources générées retourne à Touba et participe à la construction toujours inachevée du lieu, à l'entretien de ses lieux de mémoire, de ses monuments, à la grandeur des événements commémorant la trajectoire de la communauté et ses figures emblématiques. Touba s'érige ainsi comme la référence des disciples qui reprennent chacun à sa manière le périple du cheikh. Partir de Touba à la conquête du monde par la voie suffit, sur les chemins escarpés, moins éclairés par le divin, mais éclairés par le divin, et revenir à Touba, la dernière demeure auréolée de gloire. La leçon enseignée par Cheikh Ahmadou Bamba à tous ses disciples, et par-delà eux, à tous les êtres humains, est la suivante, à mon sens. Dans un contexte d'extrême violence et de déstabilisation, il convient plus que jamais de rester fidèle au message divin et aux valeurs éthiques transmises par le savoir et les biens licitement acquis par le travail, suivant en cela les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour ensuite se mettre résolument au service de la communauté et de l'humanité tout entière. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, professeur Ibrahima Thioub. Il était beaucoup plus éloquent de présenter le professeur Ibrahima Thioub après une brillante conférence inaugurale. Nous sommes convaincus que cette conférence résonnera au-delà de ces murs et sera vulgarisée le plus largement possible. C'est une conférence complète, professeur. Merci beaucoup. Mais qui est cet homme? Professeur